salut à tous, ici c'est PewDiePie et aujourd'hui l'on se retrouve pour parler, comme vous l'aurez compris, de l'histoire du pantalon. Ah, le pantalon, ces deux bouts de tissu conçus ensemble pour réunir deux jambes entre elles, les protégeant des vents glaciaux et des tourments venteux, unis par les liens sacrés du mariage. Liaison directement en fait, ok. Le pantalon a eu une histoire mouvementée, très mouvementée même. Une histoire liée à la fois à la noblesse, à la domestication du cheval, aux préjugés misogynes, à la lutte des classes, aux marins, à la mode, à la Révolution française, au sport, à la loi, à la religion et enfin au théâtre. Oui, je crois qu'on peut le dire, le pantalon c'est un petit peu une histoire humaine. Mais avant de commencer, essayons tout d'abord de comprendre d'où vient ce nom de pantalon. Pour découvrir cela, il nous faut en fait aller voir du côté de notre cher voisin l'Italie, et plus particulièrement chez son célèbre théâtre, la Commedia dell'arte. Mais si vous savez le truc que vous avez vu à l'école là, et dont vous avez rien retenu. Moi compris. Bon, pour faire simple, c'était en fait un genre de théâtre italien populaire apparu au XVIe siècle, qui a eu autant de succès que le rock dans les années 60. Voilà, bref. Donc dans cette Commedia dell'arte, il y avait en fait toute une panoplie de personnages utilisés lors des pièces. Des personnages tous plus clichés les uns que les autres, avec chacun leur propre comportement et leur propre habit pour les différencier entre eux. Et c'est parmi donc cette galerie de personnages que se trouvait un certain Pantalone, un vieux grincheux avare, cousin de Picsou, mais avec des tendances libertaines en plus. Bref, un véritable héros somme toute. Et en fait, la particularité visuelle de ce personnage, eh bien, c'est qu'il portait une magnifique pièce de vêtements de style culotte longue. Ainsi, victime de son succès auprès des foules, ceux qui portaient les mêmes vêtements que lui se faisaient appeler alors pantalon par ceux qui avaient vu la pièce. Un petit peu pour la blague si vous voulez. Sauf que la blague c'est tellement bien ancré que ça en est devenu le nom employé par la suite. Mais attends, dans les autres pays ils disent pas tous pantalon? D'où ça vient le nom alors? À présent que nous savons donc l'origine du nom, tâchons de découvrir l'origine de ce vêtement. Et à ce niveau-là, je ne vais pas vous mentir, c'est un petit peu confus, un peu beaucoup même. Nous allons donc essayer de comprendre cela sur cette magnifique carte. Alors tout d'abord, il faut savoir que l'apparition du pantalon est assez trouble dans l'histoire, mais selon toute vraisemblance, les premières traces de celui-ci, avérées du moins, proviendraient initialement du Moyen-Orient de par l'Empire perse, vers le 15e siècle, voilà. En effet, là-bas, il était de coutume de porter des larges pantalons sous les tuniques en signe de rente élevée, un petit peu comme les nobles avec les collants chez nous par la suite pour comparaison si vous voulez. On retrouve aussi plusieurs objets faisant mention de pantalons longs, notamment utilisés dans l'armée. Par la suite, cette pratique devient peu à peu connue, particulièrement chez leurs voisins les Grecs, mais ceux-ci la trouvant ridicule n'en portent pas eux-mêmes, et réservent ces vêtements à leurs esclaves qui peuvent porter à l'occasion des pantalons collants, à l'opposé des pantalons larges donc, les esclaves n'étant évidemment pas de rangs élevés. Punaise, c'est déjà le foutoir sur la carte. Pendant ce temps-là, du côté de l'Europe du haut de la carte, un autre type de pantalon se développe au sein des territoires barbares, appelés les feminalia ou les bracae de par les Romains, ou plus généralement et amplement, les brais. Conçus aussi bien en laine, en coton, en soie ou en cuir, ce type de pantalon, initialement adopté par les Celtes, va peu à peu se répandre chez les Teutons, puis plus lointainement chez les Perses du Proche-Orient, mais surtout et avant tout chez les Romains. En effet, bien que ceux-ci rejettent initialement les brais, symbole des barbares pour eux, eh bien celles-ci vont quand même se répandre peu à peu d'elles-mêmes de par l'expansion de l'Empire romain dans les territoires européens. Les soldats se disant qu'après tout, bah c'est peut-être pas si bête que ça et surtout, bah ça tient même plutôt chaud l'hiver. Au fil des siècles, les brais vont ainsi peu à peu se répandre de par les conquêtes romaines avant de s'intégrer plus généralement dans la société civile vers le 3e siècle. Ainsi, arrivé au début du Moyen-Âge, son utilisation est maintenant rentrée dans diverses cultures et son expansion n'attend que lui. C'est ainsi que, par une magnifique ellipse, nous nous retrouvons donc au 12e siècle avec les chausses. Et oui, durant ce temps-là, la mode a suivi son cours et on a assisté peu à peu à la naissance des chausses. Au départ séparées et mises par-dessus les brais, celles-ci vont peu à peu s'agrandir jusqu'à recouvrir la jambe entière, pied compris, puis être enfin réunies entre elles vers le 15e siècle, mettant fin à ce que l'on peut appeler une crise de la pudeur. Et oui, car pendant longtemps, celles-ci étaient séparées, laissant apparaître les brais. Un siècle plus tard, la Renaissance arrivant, les chausses vont elles aussi connaître une renaissance, puisque en effet, celles-ci vont se séparer en deux, donnant naissance aux hauts de chausses et aux bas de chausses. Les hauts de chausses évolueront encore par la suite, donnant naissance aux culottes. C'est d'ailleurs à cette époque que la Commedia dell'arte rentre en jeu et fait progressivement changer le nom de celle-ci par le terme pantalon pour désigner les culottes longues utilisées par le peuple de tous les jours. On insiste ainsi à deux types de vêtements portés dans la société, d'une part les culottes qui sont portées par le peuple
fashionables et qui sont de plus en plus désignées sous le terme de pantalon. Celles-ci sont généralement robustes et il n'est pas rare qu'une personne porte la même durant toute sa vie. Et d'autre part, encore les culottes qui sont portées par les nobles et les riches, mais qui ici gardent leur nom, celle-ci étant plus proche de nos collants actuels. Mais c'est alors qu'arrive un événement qui va bouleverser l'histoire du pantalon, la Révolution française. En effet, la Révolution française va bouleverser l'image que l'on se fait du pantalon au travers des esprits. Explication. Au début de celle-ci, on donne en fait aux révolutionnaires le surnom de sans-culottes. Ce tout simplement de par le fait que ceux-ci portent en fait un pantalon, en opposition aux culottes et aux bas portés par les nobles et les bourgeois. L'image est forte, elle est visible de tous et surtout elle choque. Les sans-culottes devenant ainsi un véritable symbole de la Révolution au travers de la France, leur style vestimentaire suit aussi et le pantalon devient la tendance révolutionnaire. Une révolution tant au niveau de l'histoire humaine que de l'histoire de la mode donc. Ainsi, une cinquantaine d'années après, la révolution terminée et bien des troubles et des modes plus tard, le pantalon, à la base simple signe d'opposition, est rentré dans la culture française et est passé de statut de habit de paysan à habit de ville et est porté couramment par les gens dans les rues. Sa mode se répand en parallèle dans d'autres pays comme par exemple l'Angleterre, où il devient l'un des symboles du dandysme britannique, ce qui aide pas mal sa diffusion, l'Empire britannique étant alors présent aux quatre coins du monde. Mais c'est sans compter en plus de tout cela sur les marins. Et oui, nos bons marins du Captain Igloo qui parcourent les quatre coins du globe, propageant ainsi leur style vestimentaire avec eux, notamment ce qu'on appelle le galligaskin, une sorte de pantalon large qui sera diffusé du XVIIe au XVIIIe siècle, mais aussi par la suite les jeans. Et oui, les jeans, des pantalons bien robustes qui sont adoptés par la suite dans l'Ouest américain, en raison justement de leur robustesse, et qui deviendront populaires au sein de celui-ci dès la fin du 19e siècle. Enfin, au cours du siècle suivant, le pantalon vint s'imposer, enfin essayer tout du moins, chez la gente féminine, ce qui ne sera d'ailleurs pas sans difficulté. En effet, outre les divers préjugés à son encontre, son utilisation reste pendant longtemps interdite de par divers décrets religieux et aussi de par la loi. Ce qui est d'ailleurs au passage parfaitement hypocrite quand on sait que les hommes s'étaient baladés en collant et en dentelle durant tous les siècles précédents, et je vous parle même pas des kilts écossais. Bref, il faut ainsi attendre le début du 19e siècle pour voir son utilisation autorisée, mais ce seulement sous certaines conditions. Et oui, en France pour exemple, en 1800, une ordonnance du préfet de police de Paris autorise le port du pantalon pour les femmes, mais seulement aux conditions que, je cite, celle-ci se présente d'une part à la préfecture de police pour y être autorisée, et d'autre part que cela soit uniquement pour motif médical. Autrement dit, porter un pantalon égale honte. Par la suite, en 1892 et 1909, c'est-à-dire 100 ans après tout de même, deux circulaires rendent enfin son utilisation plus flexible. Et attention, je vous lis les progrès faits en un siècle, une femme pouvait donc porter un pantalon si, je cite, elle tenait par la main un guidon de bicyclette ou les rênes d'un cheval. Donc voilà, porter un pantalon égale cheval ou vélo. Et honte! Mais une fois de plus, la mode et le besoin de choquer pour se faire un nom parmi les nombreuses célébrités fait que le pantalon pour les femmes devient peu à peu accepté dans les esprits. On citera notamment des artistes comme George Sand ou encore Rosa Bonheur qui participeront à cela en en portant elles-mêmes. Bon, pas tous les jours de la semaine bien sûr, on est quand même encore dans une société où porter un pantalon est la chose la plus choquante du monde, mais c'est une façon pour elles de franchir les portes réservées jusqu'ici aux hommes, ce qui aidera petit à petit à faire accepter la chose en même temps que les droits pour les femmes s'élargiront dans la société, le tout renforcé par deux guerres mondiales qui accéléreront grandement les choses, les divers pays en guerre ayant besoin des femmes pour travailler dans leur société désertée par les hommes. Voilà, mais là c'est un autre sujet. Le sport sera lui aussi un porte-étendard du pantalon durant ce début de siècle difficile, ce qui ne sera pas d'ailleurs sans engendrer certains débats et ébats, notamment en 1930 avec le scandale de la championne olympique Violette Maurice, qui sera radiée de la Fédération française sportive féminine à cause de, je cite, son comportement et son habillement masculin déplorable pour l'exemple qu'il donne à la jeunesse, et aussi parce que la loi interdit toujours officiellement le port de celui-ci. Mais bon, on leur pardonnera malgré tout ce petit déboire, Violette Maurice devenant une espionne et collaboratrice de la Gestapo durant la guerre qui suivit, où elle exercera l'activité de tortionnaire ayant le surnom de hyène de la Gestapo.
Merci l'histoire. Ah, c'est rigolo quand même, hein. On peut parler de n'importe quel sujet, on en revient toujours aux nazis. Hein. Mais au fur et à mesure du temps, les mœurs vont changer, le pantalon étant de plus en plus porté par les femmes dans certains travails. Pour ne citer que l'un des premiers d'entre eux, les mines à charbon ou les mineuses portaient en fait un pantalon sous leur robe. Puis de par diverses célébrités, comme nous avons pu en voir à l'instant, leur nombre ne faisant qu'augmenter, et ce dans moult professions, d'écrivaines à aviatrices en passant par les actrices. Ça rime. Ça sera d'ailleurs particulièrement dans le domaine du cinéma avec Hollywood que se démocratisera le port du pantalon, de par ses films et son influence au sein de la mode, faisant passer une tenue dite masculine à une tenue dite ordinaire, soit autant portée par les hommes que par les femmes. La mode suivra le jeu et le pantalon porté par tous changera peu à peu de forme selon la mode au fil des années, passant par moult et diverses formes des pattes d'éléphant au slim, mais après je pense qu'on peut le dire, on s'en fout. Ainsi nous arrivâmes à nos jours en notre cher 21e siècle, où nous avons tous la joie de pouvoir porter un pantalon. Mais car il y a un mais, petite note historico-rigolote, vous vous souvenez de la loi dont nous avions parlé tout à l'heure, la loi de 1800 interdisant aux femmes de porter un pantalon, puis qui avait été élargie sous certaines conditions dans les années 1900. Eh bien cette loi est en fait toujours d'actualité, puisque celle-ci n'a jamais été abrogée depuis là. En 2010 donc, des élus ont demandé au préfet de Paris si celui-ci pouvait faire abroger celle-ci. Ils leur répondirent donc qu'il avait mieux à faire que, je cite, de l'archéologie législative. En conséquence donc, porter un pantalon pour une femme en France, notamment à Paris, est toujours théoriquement considéré comme un délit. Bon, bien que selon le Sénat français, cette loi soit annulée en elle-même de par l'égalité homme-femme de la Constitution européenne. Mais bon, bah ils ont tout gâché.